passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui va des fois aller voir du côté du père. Très cher père, tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi. Je crois voir ton père. Mon père était instituteur public. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Sa voix était grave et plaisante et ses cheveux d'un noir bleuté ondulaient naturellement les jours de C'est nos pluie. parents. Un trésor est caché dedans. Papa, je voudrais te dire quelque chose, mais tu me promets de ne pas te fâcher. On te parle pas de papa, là. Je suis papa. Je suis ton père. Dans cet épisode, il sera question d'exil et de ses conséquences douloureuses et silencieuses. Il sera aussi question de filiation et des mondes qui séparent les générations, celle qui a connu l'exil et celle qui est arrivée après l'exil. Il sera question d'oralité et de transmission, de la puissance de la parole et de sa vertu réparatrice, et de comment le théâtre permet la réconciliation et la rencontre entre ces différents mondes. Comment aussi il permet de recoudre les histoires et faire récit de l'invisible et de l'inaudible. Hatice Ozer signe le chant du père et invite son propre père à partager la scène avec elle. Elle a construit une histoire sensible en respectant le vieil adage de son père. Pour bien raconter les histoires, il faut mélanger 60% de vérité, 30% de mensonges et 10% de pur mystère. Et elle est mon invitée dans ce 60e épisode du Beau Bizarre. Bonjour Hatice Ozer, merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous présentez votre pièce Le Chant du Père du 12 au 21 janvier 2024 à la MC 93 à Bobigny. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que l'on évoque tout de suite une anecdote que vous partagez dans votre spectacle, puisque je dis Hatice pour prononcer votre prénom, mais ça n'a pas été le cas partout, je crois, et surtout pas à l'école. C'est l'anecdote que vous nous partagez, mais est-ce que vous pouvez nous revenir dessus pour démarrer? Est-ce que je prononce bien, Hatice? Oui, ça se prononce Hatice, mais dans ma famille, on a pris l'habitude de prononcer comme ça s'entend en français, Hatis, H-A-T-I-C-E, ça s'écrit. Donc, dans les administrations, notamment à l'école, on m'a appelé... les personnes derrière les bureaux appellent mon prénom Atis et il y avait personne en face pour rectifier. Enfin, mes parents, ils n'ont pas rectifié. Et donc, au fur et à mesure, c'est devenu Atis. Et même dans ma famille, maintenant, on m'appelle Atis. Et plus tard, moi, en grandissant, notamment à l'âge de 15 ans, à partir de 16 ans, l'adolescence... J'ai eu envie, j'ai dit mais en fait, arrêtez de m'appeler Atis, stop, ça suffit, le malentendu, ça suffit, c'est Hatice, Après, c'est les deux, ça me dérange pas quand on m'appelle Atis, je laisse, ça fait partie de l'histoire. Donc vous êtes franco-turque, ouais. Vous avez grandi à Terrasson, découvert le théâtre au lycée et ça vous a donné envie de rejoindre le conservatoire de Toulouse, puis la classe premier acte du TNS et de la Colline, je crois, où vous avez rencontré Wajdi Mouawad. Et on va tout de suite l'entendre. C'est-à-dire lorsque j'ai commencé à lire des œuvres qui me marquaient profondément et que j'ai commencé à mesurer presque la schizophrénie, je dirais, qui existait entre le silence brisé grâce à la littérature et le silence opaque de la famille dès que je refermais le livre. Et que j'ai voulu, à partir de ce moment-là, rendre plus transparent cette opacité qui était le silence de ma famille. Et que j'ai
peu à peu compris qu'il y avait là des silences qui n'étaient pas dus à des silences tout simplement parce qu'on ne parlait plus, mais à des silences qui étaient dus au fait qu'il y avait eu trop de honte, trop d'humiliation dues aux douleurs, aux souffrances vécues par mes parents et par la génération de mes parents, et qu'il y avait une impossibilité de raconter à ma génération ce qui s'était passé. Et là, la question de la transmission a surgi, c'est-à-dire me disant, eh bien moi, lorsque mes petits-enfants arriveront et me poseront la question, il sera très important de me souvenir de la puissance de la parole. Il faudra trouver le courage pour raconter, même si c'était humiliant ou honteux. Transmettre, c'est faire ressentir, c'est pas seulement enseigner, c'est pas que ça. C'est faire ressentir, c'est bouleverser, c'est enflammer, c'est brûler, c'est illuminer la conscience de l'autre. Transmettre, c'est faire ressentir, c'est enflammer, c'est bouleverser, c'est illuminer la conscience de l'autre. Wajdi Mouawad, auteur et metteur en scène d'origine libanaise, actuel directeur du Théâtre National de la Colline et avec qui vous avez collaboré. Comment résonne cet extrait déjà et qu'est-ce qui vous a transmis, vous diriez ? Ça faisait partie des premiers spectacles dans lesquels j'ai joué. Un des premiers metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Qu'est-ce qui m'a transmis ? Je l'ai rencontré dans le cadre d'un stage et je me suis sentie proche de lui très vite. C'est dur à dire, mais parfois on n'a pas besoin de parler, on se comprend. Enfin, ça me dépasse un peu, mais c'est une des rencontres les plus importantes. Je me souviens quand je passais, j'avais passé des auditions pour notamment Premier Acte, pour cette classe-là, et il m'avait dit, et j'avais passé ces auditions avec un texte à lui, en fait. Donc, et après, quand je me rends compte que c'était lui qui donnait les stages, c'est comme si on rencontrait quelqu'un de... Enfin, c'est quelqu'un de très important. C'est pas, que j'arrive pas à m'exprimer parce que c'est quelque chose d'au-delà. Enfin, je sais pas, moi, il m'a donné des ailes, vraiment, il m'a donné la confiance, il m'a donné quelque chose de... Il m'a aidé à me sentir importante et à ne pas m'excuser d'être sur scène. Il m'a dit, il faut que tu tiennes les chevaux, enfin, il faut que tu tiennes tes chevaux, il faut que tu les laisses sortir. En tout cas, le Théâtre de la Colline, c'est là où tout a commencé pour le chant du père, on pourrait dire déjà, peut-être raconter... Ah oui. Oui. La Colline organisait un événement pour rendre hommage aux morts du Père Lachaise, aux morts illustres du Père Lachaise. Et il nous avait invités avec mon père en disant « Est-ce que tu veux faire quelque chose ?» Et là, de suite, j'ai pensé à un chanteur, musicien populaire qui est enterré au Père Lachaise, Ahmed Kaya, que mon père admire beaucoup et qui est mort en exil à Paris. Et j'avais envie de rendre hommage à cet homme, à cet artiste. Et j'ai invité mon père. C'est la première fois que j'ai invité mon père à chanter devant des personnes qui ne comprennent pas sa langue, des Français, et devant un public qui est assis sur des chaises avec une scène surmontée, surélevée, des micros, enfin tout l'attirail du théâtre. Et ça a été un déclic pour moi. C'est comme si les mondes se réunissaient. Enfin, il y avait quelque chose de très fort. Et Wajdi m'a dit... Il m'avait dit, parce que j'étais en train de lui donner des ordres à mon père pendant l'installation technique, pendant les balances et tout, et j'étais un peu sèche avec mon père. Il m'a dit, mais t'arrêtes d'engueuler ton père. Et là, je fais, mais c'est le seul endroit où je peux l'engueuler. Enfin, dans le... Ça m'avait frappée, parce qu'il devenait comme un petit enfant, mon père. Comme un enfant perdu dans l'espace de sa fille, dans l'univers de sa fille, en même temps très impressionné, et en même temps très docile, très... Et ça m'a vraiment interpellée. Et rien que le fait que je raconte, notre passage a duré 15 minutes parce qu'on était plein d'artistes invités. Juste la manière dont j'ai raconté mon père à ce moment-là, j'ai raconté la chanson qu'on allait chanter et l'artiste qui était au Père Lachaise. J'ai senti que j'étais une porte d'entrée, le seul petit tuyau qui permet de rencontrer mon père. Enfin, pour que ces gens rencontrent ces hommes-là, cet homme-là. Je me dis, ah oui, il faut que je fasse quelque chose, je suis obligée. Enfin, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment que
je fasse quelque chose avec mon père. Wajdi Mouawad parle de transmission et à cette première invitation qu'il vous a donc faite pour présenter quelque chose avec votre père, vous étiez loin d'imaginer que ce projet aurait la vie qu'il est en train d'avoir et on va déjà écouter l'extrait suivant pour en savoir plus. Lorsque j'ai découvert le travail d'Hatice Hauser, je me souviens, c'était en septembre 2019, à la Maison Maria Casares à Alloues en Charente, ce lieu incroyable où les artistes peuvent venir en résidence pour écrire, réfléchir, élaborer, répéter des nouveaux projets. Et puis ce jour-là, c'était une journée jeune pousse, c'est-à-dire une journée où effectivement les professionnels étaient rassemblés pour découvrir le travail des résidents. Et à la fin de la journée, c'était la présentation du Chant du Père, ce travail d'Hatice Hauser, avec son papa, Yavuz Hauser. Et pour moi, ça a été une révélation. Tout au long de la journée, on avait vu des travaux vraiment intéressants de jeunes artistes qui travaillaient beaucoup à partir de textes, à partir d'écriture de textuelles. Et là, avec Hatice, tout à coup, c'était un travail beaucoup plus performatif, un travail qui relève plutôt de l'autofiction, un travail beaucoup plus intime. C'était encore très fragile parce qu'on était vraiment au tout début de sa recherche, mais il y avait quelque chose dans cette présence, dans leur présence, qui était vraiment forte et qui était une promesse d'un développement. En tout cas, il y avait vraiment quelque chose d'une très forte sensibilité. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué. Et je me souviens très vite avoir interrogé les organisateurs de cette journée, Mathieu Roy et Johanna Zilberstein, pour savoir si Hatice avait en projet de prolonger cette tentative. Et ils m'ont dit, mais elle se pose la question, elle ne sait pas, il y a quelque chose qui semble résister. Et effectivement, quelques mois plus tard, on avait ce projet commun, le TAP, la Maison Maria Casares et le studio de Vircourt, d'accompagner un jeune artiste ou une jeune artiste. Et moi, j'ai vraiment eu envie pour en avoir le cœur net, de rappeler Hatice et de lui dire, écoute, ce que tu nous avais présenté ce jour-là, vraiment, pour moi, il y avait une promesse très forte. Est-ce que tu as envie de continuer? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Ici, Christophe Potet, directeur des projets artistiques de la Scène nationale de Poitiers, revient sur le moment où il découvre l'ébauche de votre travail. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans l'aventure de création et d'adaptation à la scène de cette première petite chose qui devait exister que pour une fois, au final? C'est vrai que c'est pas venu... j'avais pas l'idée de faire un spectacle de suite, en fait. C'est venu petit à petit, et puis quand tu travailles avec ton père, tu sais pas jusqu'où ça va durer. Enfin, ça se trouve... pendant 3 jours, ça va être bien, et ensuite, on va se dire au revoir parce que c'est pas... Enfin, on va se déchirer, c'est fragile, il y a une fragilité, on savait même pas. Enfin, je disais à mon père, si imagine, on crée un spectacle l'année prochaine, il me dit, mais attends, l'année prochaine, je sais même pas si encore je serai là. Et quand on a commencé, donc c'était à la Maison Maria Casares, ça m'a beaucoup aidé le fait de qu'il y ait des, entre guillemets, des professionnels qui viennent voir et qui me disent, en fait, il y a un intérêt. Oui, il y a un intérêt, parce que j'avais beaucoup de doutes en me disant, mais est-ce que c'est pas trop intime ou trop... Et Christophe, ça a été un des premiers, oui, le premier à m'appuyer, à me soutenir. En même temps, cette fragilité, ce côté peut-être ça va pas se faire, c'est ça qui m'a fait le déclic. Parce que c'est toujours intéressant de faire des projets qui peut-être ne vont pas se faire. Enfin, il y a quelque chose, il y a une aventure, quoi. Je me dis, mais il faut qu'on le fasse parce que justement, ça se trouve, on va pas le faire. Enfin, c'est de voir aussi qu'au fur et à mesure, il y avait un dialogue qui se créait avec mon père et de voir qu'on peut s'adapter, qu'on peut raconter quelque chose ensemble. C'était la toute première fois où on avait passé 3 semaines que j'avais passé 3 semaines avec mon père dans une maison, une résidence, seule. Et step by step, c'est devenu un spectacle. Mais je le disais tout le temps, même les premières fois. Enfin, après, on a été en production déléguée avec le CDN de Rouen. Je leur disais aussi, attention, ça se trouve, 3 semaines avant le projet, avant le spectacle, avant la première, il n'y aura plus rien, quoi. Il va dire non. Au-delà de la transmission dont on a un peu parlé tout à l'heure, il est aussi question de filiation, de rapport entre les générations, mais surtout d'exil et de rituels que l'on met en place pour se consoler de ce que produit l'exil. À quel moment vous avez pris conscience que c'était une douleur chez votre père? Il n'y a pas de moment où, du jour au lendemain, je me dis c'est douloureux pour lui d'être en exil, d'être ici. C'est un état, depuis toujours,
permanent. Je pense que c'est une façon d'être, très vite, très jeune, on se rend compte que, moi je me suis rendu compte très vite que tu le sens qu'il y a quelqu'un qui a pas forcément voulu être là dans la famille, ou c'est dans des choses qui parlent malgré soi, comme le fait qu'il fait des blocages pour parler la langue française, le fait que dans ses chansons ça parle toujours de la terre délaissée, le fait qu'il soit dans son monde à lui, dans sa bulle, dans sa sphère. Non, mais très vite. Et puis moi, quand j'ai commencé à sortir de la maison, à aller faire ma vie après le bac, ou rentrer dans le monde du théâtre, je vois bien qu'on n'est pas du même monde, que je viens d'une famille qui n'est pas du monde dans lequel j'évolue actuellement, quoi. Ouais, c'est comme si plus chez lui, il va pas le dire, il va pas vous dire je suis malheureux d'être ici, il le dit pas, mais il a conscience qu'il y a quelque chose qui est à jamais perdu parce qu'il est là. Tout à l'heure, on parlait de transmission avec Wajdi Mouawad, et quelle transmission on pourrait évoquer du côté du père? Est-ce que cette douleur-là se transmet aussi malgré le silence, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas ressenti de votre... Non, si, c'est quelque chose qui est ressenti, parce que c'est douloureux, c'est dur à porter de quelqu'un qui a quitté un pays, d'avoir un père qui a quitté un pays. Tu peux pas c'est un poids, donc c'est forcément un poids. Il y a quelqu'un qui a tout quitté, c'est dur, c'est par exemple à chaque fois quand je m'en vais de la maison... Maintenant, on me le dit moins, je crois, mais c'est ne nous déçois pas. Faut pas les décevoir. Ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Ou bien, une phrase aussi, ne nous montre pas le visage noir. N'obscurcis pas notre face. Ne fais pas honte. C'est un poids, on est venu ici, il y a des moyens qui te sont donnés, on s'est sacrifié, c'est le poids du sacrifice. Et voilà, ils projettent comme ça quelque chose sur les enfants. Quand tu viens d'une famille d'immigrés, c'est... Moi, fallait que je rende honneur à ces sacrifices, et donc j'ai très vite été bonne à l'école, je voulais sauver ma famille, en fait. C'était un peu l'espoir de la famille, c'était moi, j'étais la première à avoir le bac, il fallait que je rende fière les miens. Disons que en tant que témoin de la vie de mes parents, et en tant que sujet de ma propre existence, il est évident que j'ai pu ressentir le fait objectif, historique du départ de mes parents, de cette société natale qu'ils ont quittée. Mon sentiment peut-être le plus fort et le plus important, à mon sens, est relatif à la question de l'arrivée. Quand on part, on croit toujours arriver quelque part. Et je crois que si mes parents sont partis, mes parents, comme des millions d'autres personnes, ne sont pas toujours arrivés. La question de l'arrivée, pour moi, elle est extrêmement centrale. Parce qu'elle porte sur la question des conditions d'accueil de la société que l'on dit d'accueil, sans d'ailleurs que cette expression condition d'accueil n'informe précisément sur cette qualité-là, mais aussi parce que, comme Abdelmalek Sayad l'a fait, la question de l'arrivée est aussi une question qui est gérée par les individus, mais qui était aussi organisée par l'État. Les politiques publiques qui ont organisé l'immigration sont aussi des politiques qui construisent une forme d'intégration, si je reprends ce terme-là, qui n'est jamais gagnée. C'est comme si finalement vous couriez une course, mais que sans cesse la ligne d'arrivée était repoussée à plus loin. Et je crois que cette course est une course épuisante, c'est une course injuste, et c'est une course qui affecte beaucoup les existences. Dans ce récit-là, dans Comme nous existons, je raconte ça aussi, je raconte des gens qui sont partis de chez eux et qui ont dû se reconstruire des chez soi
avec des formes d'adversité pesantes et persistantes. La sociologue Kautar Harchi évoque ici la trajectoire de beaucoup de ces personnes qui ont dû immigrer en France pour notamment donner de leur force de travail à ce pays. Elle dit « Si mes parents sont partis, en l'occurrence pour elle du Maroc, mes parents ne sont jamais arrivés. Votre père est parti d'Anatolie pour arriver en Dordogne. Est-ce que vous diriez qu'il est bien arrivé ou est-ce que vous partagez l'idée de Kautar Harchi ?» Il est arrivé sans être bien arrivé. Non, parce que ce que je retiens de cet extrait, c'est les conditions d'accueil qui influencent vraiment la vie de ceux qui arrivent. C'est énorme. Enfin, par exemple, moi, j'ai cette vie-là parce que concrètement, il y a des choses concrètes qui influencent tout un destin. Par exemple, comme j'avais la chance d'être bonne à l'école, j'ai été dans une classe de niveau où j'avais autour de moi que des enfants de médecins, des enfants de bourgeois, de province. Ma sœur, qui était moins bonne à l'école, n'avait que était dans une classe de moins bon niveau. C'était des classes de niveau. Donc en 6e, tu avais 6e 1, 6e 2, 6e 3, 6e 4. Elle était en 6e 4, 5. Et moi, j'étais en 6e 1, par exemple. Et moi, j'ai été entourée d'enfants qui voulaient faire des études. Ma sœur, elle était entourée d'enfants d'origine immigrée, qui avaient beaucoup plus de mal avec l'école. Et ça joue sur le destin. Et j'en ai beaucoup... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui est sorti de ça. C'est un cas rare. Enfin, tous mes amis qui habitaient dans le HLM avec moi dans les cités, la plupart, franchement, je passe de 90%, ils se sont mariés à 20 ans, ils ont fait des choses très dans la tradition, ils n'ont pas fait d'études, ils ne sont pas sortis, ils sont sortis de leurs conditions de chez eux pour aller ensuite se marier d'un foyer à un autre. Pas de vie seule, comme moi j'ai pu faire grâce aux études, à un épanouissement. Et ça, mais j'en veux beaucoup à ce collège enfin, je suis désolée, mais à cette politique on prend que les meilleurs, quoi. C'est une méritocratie qu'au mérite, et ça donne pas la chance à tous les autres, et c'est une injustice totale. Enfin, c'est une injustice totale. Moi, j'ai une vie, comment on dit, c'est une épine dans une botte de foin. Enfin, c'est. Et est-ce qu'il est bien arrivé, mon père? Il y a plein d'exemples comme ça, mais je ne pourrais pas les citer parce que c'est vraiment des exemples d'administration, de choses qui humilient mes parents, quoi. Vraiment, enfin, aujourd'hui, un ouvrier, il vit beaucoup moins longtemps qu'un homme qui n'a pas travaillé avec son corps. Enfin, c'est vraiment, on tue les hommes ouvriers à petit feu, et c'est une réalité. Combien de mes amis, donc de la cité, ils sont morts, l'espérance de vie, c'est 57, 60... C'est aussi l'idée le fait de pleurer aussi le pays qu'on a quitté, parce que peut-être ici rien n'a été fait pour se sentir chez soi aussi, pour recréer un nouveau chez soi, et peut-être vivre avec l'illusion d'un retour possible aussi, qui crée des conditions des deux côtés qui font qu'une vie est un peu en suspension permanente et qui transmet un sentiment peut-être étrange aux enfants aussi, qui fait une vie entre deux choses, entre deux cultures, deux langues, de vie possible. Enfin, moi, je parle de mon prisme à moi, enfin, de ce que j'ai vécu quand ils sont arrivés. On a été dans cette petite cité au milieu du Périgord, donc au milieu du Ver, au milieu des grandes... C'est très beau, le Périgord, c'est très touristique, et il y a plein de maisons individuelles trop belles, et de notre fenêtre, on voyait toutes ces maisons magnifiques, et nous, on était dans une petite cité d'entre-soi, et qui favorise l'entre-soi, la non-ouverture aussi. Enfin, c'est quelque chose de... C'est vrai que ça donne pas les conditions d'intégration ou d'ouverture, on se dit qu'on n'est pas ici chez soi parce qu'on est dans quelque chose, dans des petits appartements dédiés à notre catégorie, voilà, aux immigrés. Donc on va. Et puis avant ça, ça a été construit pour les Algériens qui, eux, ensuite sont partis de cet immeuble pour aller... ils sont allés plus loin. Enfin, au fur et à mesure des générations, ils sont allés construire eux-mêmes leurs maisons ou habiter dans des maisons, s'éloigner. Et maintenant, c'est que des Turcs dans cette... Et au fur et à mesure, je me dis, c'est chaque immigration comme ça va revivre un peu les mêmes schémas. Et très vite, moi, c'est un truc, c'est
c'est visible. Enfin, moi, à 6 ans, je savais qu'on était pauvres parce que tout le monde avait des jardins. Tout le monde avait une maison avec jardin, sauf nous. Enfin, donc, j'avais honte de mettre sur mon carnet de correspondance que j'habitais HLM-la-Bourribasse. Enfin, ça voulait dire qu'on était pauvres. Et qu'est-ce qui donne ce sentiment de honte ? Enfin, pourquoi la pauvreté serait associée à la honte ? Peut-être dans les espaces d'accueil, dans les espaces d'école ou de vie en commun, on ne donne pas assez de place à l'étranger, enfin, à celui qui arrive, à l'autre. On essaye d'acculturer, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de lisse, de fermé quoi, dans l'administration qui fait qu'on peut pas s'exprimer, on peut pas exprimer qui on est et pourquoi j'avais honte d'être pauvre. J'arrive pas à répondre, c'est un truc tellement dedans, je sais pas. J'avais honte d'être pauvre. On a honte d'être pauvre parce on se sent moins bien. C'est horrible de dire ça, je sais pas, tu te sens moins bien, t'as l'impression que tes parents, ils sont... Non, c'est horrible, je vais dire des choses horribles, mais de voir que, comme si le fait d'avoir fait des études ou le fait d'avoir un métier, ça te rend plus intelligent, mais c'est la société qui te fait faire... qu'on nous fait croire ça, que quand t'es riche, t'es plus intelligent, quand t'es riche, c'est parce que t'as réussi, que si t'as un métier, si t'es docteur, c'est que t'es intelligent, et que le reste, ça compte pas. C'est vrai, j'ai eu honte de mon père, c'est horrible, mais le monde a fait que j'ai pu avoir eu honte de mon père, mais c'est terrible, Non, faut sortir ça, et c'est... C'est un projet qui vient réparer ça aussi ? Oui, mais totalement. C'est d'avoir... C'est tellement pas mis dans le pot commun des récits de ce qu'on raconte à l'école que quand il y a mon père qui vient me chercher à l'école et qui parle turc, t'as honte. C'est une autre langue, c'est différent. C'est pas... on n'en parle pas, quoi. C'est pas dialoguer, c'est pas... Et j'espère que ça a changé chez moi, là, dans mon coin. J'espère que les enfants... Mais c'était ça, puis c'était il n'y a pas longtemps. Tchal, tchal, tchal baba, tchal, 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 tchal baba, tchal, 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 tchal baba, tchal. Il parle pas la langue d'ici, mon père. Il parle pas les mots sales, les mots pratiques. Mon père, il parle la langue des dieux, la langue du cœur qu'il ne peut pas trahir. Il parle pas comme toi et moi, mon père. Il n'a jamais voulu l'attraper, l'autre langue. Cette langue avec laquelle moi je parle. Il n'a jamais rêvé de ces mots. Il n'a jamais rêvé de ce pays. Il est venu là où on avait besoin de son corps. Tes mots, tu les laisses au village. Nous, on a besoin de tes mains. Viens avec tes bras. Viens avec tes jambes. Viens avec tes ongles pour gratter le monde d'ici. Viens avec tes dents pour bâtir le monde d'ici. Ton village reste dans la paille. Ici, tout est dur, tout est solide, tout est lourd. Et le béton pèse sur son dos. Et le béton qu'il a lui-même construit pèse si lourd sur son dos, sur ses épaules, sur son cou. Et le béton pèse si lourd. Et ils sont des milliers. Des milliers de corps qui tirent, qui arpentent, qui jettent, qui grattent, qui frottent, qui se baissent. Des géants, des géants. Des géants qui portent les cieux sur leurs épaules. Des géants avec de grosses mains. Voici les géants. Voici les géants qui meurent trop tôt sous le béton, asphyxiés dans la poussière, et qui dévalent les pentes sans un mot, sans aucune plainte, mais toujours avec les chants. Her zaman şarkı söyler babam. Her zaman, her zaman. Söyle baba, söyle. On ne l'a pas encore précisé, mais vous êtes donc sur scène avec votre père, qui est présent avec son instrument, chante régulièrement et vous accompagne avec son instrument pendant que vous nous racontez cette histoire tissée d'anecdotes, de rituels, de souvenirs, de langues, de deux langues, de plusieurs langues. Qu'est-ce qui se jouait pour vous dans la présence de votre père à côté de vous sur scène ? C'est une présence qui n'est pas... trafiqué ou il ne joue pas, il est le père, donc il incarne, il est là, donc c'est lui, il va pas chercher à faire semblant, et c'est
c'est aussi la part d'imprévu, la part de non contrôlable du spectacle, même si j'ai essayé de lui donner des petites lignes directrices, au final c'est lui qui gagne toujours, il fait ce qu'il veut. Et ça met un peu l'endroit du spectacle dans quelque chose d'à la fois écrit et en même temps malléable, quoi, un peu changeant tous les jours. À chaque représentation, il y a quelque chose d'indéfini qui se définit à chaque soir. Et je pensais que ça allait être dur pour lui d'être sur scène avec moi, mais en fait, il est beaucoup plus à l'aise que moi. Lui, il est là, il fait pas semblant, il est là. Et comme il y a quelque chose il comprend pas exactement mot, phrase par phrase ce que je dis, ça reste, il y a un mystère entre lui et moi pendant tout le spectacle quand même. Par rapport à ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à assumer, à montrer de la part de synthèse de ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'il est ce qu'il est, il est votre père et il est dans votre monde quelque part aussi. Il n'y a pas à édulcorer sa présence en la fictionnant ou en la remplaçant par des alternatives. C'est-à-dire que ça montre aussi... c'est comme si, après tous les projets que vous avez fait jusque-là, là, avec celui-ci, vous montrez qui vous êtes, vous, et d'où vous venez. Par rapport à l'idée de la honte dont on a parlé tout à l'heure aussi, c'est-à-dire c'est comme si il y a une douceur dans la réparation, de montrer, de présenter ce projet avec le père, qui a été pendant longtemps peut-être la source de douleur ou d'incompréhension ou de honte, peut-être. Non, on m'a souvent... Il y a eu quelques fois où des fois, on m'a dit « Est-ce que tu pourrais jouer avec quelqu'un d'autre qui joue ton père ?» Je dis « Mais vous avez rien compris au projet. » Non, mais c'est important que ça soit vraiment lui et c'est de mettre sur scène, de le tirer du quartier et de le montrer, en tout cas de le faire jouer, qu'on le rencontre autrement sur un fond noir. Donc c'est important. Il y a aussi peut-être quelque chose de son rapport à l'art qui est différent dans ce que vous avez appris de l'art dans les écoles d'art en France. C'est comme s'il y avait une confrontation de deux mondes, ou comme si... pas forcément une confrontation, mais en tout cas un dialogue, une mise en parallèle possible avec vos deux présences. Oui, lui, il a son art, il est musicien traditionnel, il était en Turquie, il a continué à le faire ici, et c'est un art... moi, je pensais qu'il n'y avait pas d'art dans ma famille, qu'on était loin de ça, c'est vrai, on n'est jamais allé au théâtre, quoi. On n'allait pas au théâtre, pas au cinéma, pas au musée et tout, mais en fait, l'art, il était à la maison, il était à la source même, et c'était un art authentique. Il y a quelque chose de brut et de vrai et de... On est au sens premier de l'art. C'est l'art dans les foyers, devant un comité de 20-30 personnes, serré. C'est quelque chose c'est pour faire du bien à l'âme qui est en face de toi. C'est l'art qui va apaiser les peines, qui va sortir les peines pour mieux s'en guérir. L'art qui console, l'art direct, au plus près de la voix, au plus près de l'instrument, sans artifice d'autre que les humains qui sont là autour et qui partagent ce moment. La poésie aussi, je me suis rendu compte plus tard que je suis née j'ai grandi dans la poésie. C'est vraiment... les chants, c'est des poèmes qui sont chantés depuis le 15e, le 16e siècle. C'est un art oral, de transmission orale. Et l'autre fois, même, je me disais, mais attends, papa, tu te rends compte, là, tu chantes tu chantes le poème d'un homme qui a écrit ça au XVIe siècle. Et aujourd'hui, on l'entend encore sa voix à travers toi. Et j'ai grandi dans ça. C'était important, pour un premier projet, de rendre hommage à ça, de confronter ma manière de faire de l'art où j'ai grandi. Très vite, moi, j'ai joué dans des grandes salles, à la Colline, devant 800 personnes. J'ai joué... avec d'autres codes, des choses beaucoup plus... Et moi, je me souviens, quand mon père il est venu me voir à la Colline, j'étais triste parce qu'il comprenait pas ce que je disais et c'était hyper... il était là, il était venu, Théâtre National de la Colline, ils sont venus hyper bien habillés comme s'ils allaient au ministère de la Culture, quoi. Ils sont venus et je me dis, mais... Et ça les a... c'était pas parlant pour eux, pour eux. Il y avait un fossé, quoi. Et avec le chant du père, j'avais envie que ce soit, pour une fois, ce soit eux, ou en tout cas les Turcs, ou ces personnes immigrées qui comprennent plus que les autres
J'avais envie d'inverser la réception, quoi. Ce qui m'a beaucoup touché dans Le Chant du Père, c'est la manière dont Hatice a cherché à réunir deux histoires, et peut-être trois histoires au fond. Son histoire personnelle, celle d'une jeune femme issue d'une communauté turque, mais qui est née et qui a grandi en France, et qui, à travers l'école, a découvert le théâtre et qui a eu envie, a eu cette passion très tôt, et a eu envie du coup de devenir comédienne. Et ce qui l'a marqué à ce moment-là, et je me souviens de cette discussion où elle me disait, mais à ce moment-là, moi j'allais au théâtre et je voyais sur scène des personnes, des hommes, des femmes, personne ne me ressemblait. Et ça a été un élément moteur pour elle. Donc il y a ce récit d'une jeune femme issue de ce qu'on appelle l'immigration, et une jeune femme qui est une jeune femme artiste, et qui, effectivement, du conservatoire de Toulouse jusqu'à la classe premier acte, et puis le travail avec Wajdi Mouawad ou Julie Berès notamment, a construit son parcours d'artiste. Et en regard, il y avait l'histoire de son père, cet homme, à la fois musicien et qui pratiquait la ferronnerie, et qui du coup a quitté la Turquie, a quitté son village pour tenter d'offrir à ses enfants un avenir meilleur. Et Hatice, à ce moment-là, elle sortait du spectacle de Julie Berès, Désobéir, et dans ce spectacle, qui est un spectacle très, très fort, mais qui se construisait contre le père, contre la figure du père, puisqu'il s'agissait aussi dans ce spectacle pour ces jeunes femmes de faire récit de ce qu'était leur besoin d'identité, leur besoin d'exister en tant que femmes libérées, je dirais, de la pression familiale et de toutes les formes d'assignation. Donc ce spectacle, il était clairement construit contre la figure paternelle, et elle a eu besoin, pour tenter de recoudre ces deux histoires, de pouvoir faire un spectacle avec le père, et tant qu'à faire avec son propre père. Et moi j'ai été très touché par cette démarche qui l'a conduit effectivement à tenter de recoudre quelque chose d'une histoire intime et d'une histoire familiale, et qui est aussi l'histoire d'émigration en France comme ailleurs. Est-ce que, comme le dit Christophe Potet, vous avez aussi cherché à vous réconcilier avec la figure du père à travers ce projet, à recoudre deux histoires, deux identités ? Oui, parce que c'est évident pour moi qu'il n'y a pas tout à jeter, quoi, dans les pères qu'on a eus, avec les pères qu'on a eus. C'est la base, donc on ne peut pas juste être contre. Il y a quelque chose qui se partage et qui se transmet. Et moi, j'ai une force. Enfin, je le dis comme ça, mais je prends ce qu'il y a à prendre dans toutes les situations. Enfin, et il y a des belles choses, il y a des magnifiques choses à prendre. Enfin, c'est pas. J'ai envie de retourner les choses à mon avantage et de ne pas se sentir. J'ai du mal à voir beaucoup. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de filles des copines et tout qui sont vraiment contre... Non, c'est récemment, non, mais vraiment, qui sont en rupture avec les parents. Et je crois que je pourrais jamais être en rupture totale. Bien sûr, ils sont traditionnels. Oui, ils sont hyper traditionnels. Là, ils se demandent pourquoi je suis toujours pas mariée. Il y a vraiment des trucs, un poids comme ça sur certaines choses. Et puis, ça a été dur, vraiment, si je me reconnecte à mon adolescence, de vouloir vivre sa vie comme on l'entend. C'était pas forcément comme ils l'entendaient eux. Il y a vraiment quelque chose... Oui, il y a ça, effectivement. Mais il y a aussi d'autres histoires, et il faut le dire, et il faut C'est pas facile, encore une fois, d'avoir un père immigré. Il a tout quitté, il est venu là avec son pays dans sa tête, dans son cœur, qui veut reconstituer, qu'il a peur de perdre. Et je peux pas tout enlever, et c'est pas... Il y a quelque chose de joyeux, c'est dur à dire, mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de ruptures, des gens qui ont mis dehors, des filles peut-être qui sont mises dehors parce qu'elles sont avec peut-être elles font leur vie avec des gens qui n'ont pas la même confession que les parents. Enfin, c'est terrible. Enfin, oui, moi je crois
Non, mais c'est horrible. Peut-être que c'est dur ce que je dis parce que moi, ça s'est fait en tout cas avec le dialogue, avec faire découvrir ce monde-là de la culture qui est très ouvert. Enfin, je tiens à dire, il y a vraiment merci la culture française, les plateaux, ils ont franchement, on a rencontré des théâtres magnifiques qui ont tout fait pour mettre mon père à l'aise, pour mettre ma famille à l'aise, que ce soit à la Colline, au TAP, même d'autres théâtres à Ivry. Là, récemment, on a joué la dernière fois, c'était Scène nationale d'Ivry. Ils sont vraiment, il y a un intérêt. Il y a des espaces comme ici en France, je parle pas de l'administration, mais il y a des espaces comme des théâtres où il y a une volonté qu'il y a un dialogue, quoi. Ce dialogue, le dialogue qu'il n'y avait pas à la Bourribasse, dans mon quartier, en fait, c'est possible dans d'autres endroits comme les théâtres et il fallait faire avec, quoi. Il fallait vraiment il fallait faire un spectacle avec lui, avec mon père, qui soit dedans, que ça soit un dialogue entre générations et que on voit ce que ça fait que de mettre 2 générations sur un plateau. Enfin, justement, je peux pas engueuler mon père devant tout le monde, quoi. Je peux pas dire pourquoi t'as fait ça, enfin des trucs. Je peux pas parce que ça reste mon père et donc c'est subtil, quoi. C'est dans les non-dits, dans les silences qu'on comprend qu'il y a eu des malaises ou des choses difficiles. Entre nous. Je n'aime pas les histoires. Un merveilleux conteur d'histoires m'a dit un jour, il faut captiver son auditoire dès le début, autrement, il n'est plus attentif. C'est mon cas. C'est parce que je ne vous ai pas encore parlé de Coda le Noir. À cette époque, le royaume était pillé par des bandes de brigands. Coda le Noir était à la tête de la plus féroce d'entre elles. Raconter des histoires est un ingrédient important dans l'écriture de votre pièce et je me demande d'où vient ce besoin de nous raconter des histoires. Quel manque ça vient combler ? Parce que c'est des histoires des personnes comme mon père qui ne sont pas racontées sur les plateaux, leurs histoires, ils les racontent pas, on les entend pas. Donc oui, il y avait un besoin de raconter des histoires et surtout que entre eux, mon père avec son entourage, il se raconte beaucoup d'histoires. Mais c'est parce que le fossé, le mur noir qu'il y a entre la Turquie et ici, ça suscite le fantasme et ça suscite la légende et on aime revenir sur son enfance et raconter ce village. Et tout en le racontant, plus on le raconte, plus on prend des distances aussi, plus on le raconte gros. Et plus on le raconte complètement fantasmé, avec des légendes, des choses qui sont invraisemblables. Enfin, vraiment, quand je dis à mon père, mais papa, c'est pas possible, t'as pas entendu, qui sont de la science-fiction. Mais, vraiment, des coïncidences, et c'est une manière de se raconter, ça, c'est quelque chose de très turc, anatolien. On n'avait que ça à l'époque. Le divertissement, c'était raconter des histoires, se retrouver, on se raconte des histoires et pour attirer attirer les oreilles et attirer l'attention, on enjolive au bout d'un moment on croit à son enjolivement. Enfin, on est donc avec le vrai et du faux, il y a plus de, on sait plus où ce qui est faux, vrai. Il vous a donné même la recette pour réussir à raconter une histoire. Mais pourquoi, en fait, même de manière générale, dans l'humanité, on se raconte des histoires depuis la nuit des temps. Pourquoi les spectacles, c'est des histoires, la littérature, c'est des histoires. Enfin, c'est-à-dire que toute narration passe à un moment ou à un autre par la forme récit d'un héros, d'une héroïne, d'un début, une fin. Enfin, qu'est-ce que ça vient dire, en fait, de nos besoins de faire récit collectivement ou individuellement Ça aide beaucoup à comprendre le monde, à tirer du monde certains traits qu'on grossit dans les histoires, qu'on met en avant dans les histoires, et donc tu comprends où est-ce que tu es. Il y a... Ça rassemble aussi, ce besoin de raconter des histoires, de se raconter, aussi de faire de sa vie une légende aussi. C'est vraiment ce que fait mon père, je trouve, c'est de se donner. Et c'est quelque chose où ça se dit, le monde est quand même... on n'oublie pas, faut pas oublier que le monde est incroyable. C'est incroyable. Ce qui m'est arrivé, c'est incroyable. Ce qui nous arrive, c'est incroyable. Ouais.
partager le fait d'être dans le monde, quoi. De l'aspect un peu magique d'être dans le monde. Magique, mais pas magique, mais comment dire, l'aspect inattendu d'être dans le monde, que c'est pas rien, quoi, d'avoir des petites choses, de le faire voir, de le montrer comme étant comme quelque chose qui n'est pas rien, d'avoir quitté un pays, quand il raconte son enfance, enfin, tout ça, c'est donner de l'importance à certaines choses qui pourraient passer inaperçues si on ne le racontait pas. Bonjour Hatice. Alors Hatice, j'aimerais te poser cette question, j'aimerais savoir ce que ce spectacle a changé dans le regard de tes amis qui te connaissent en tant qu'artiste, en tant que comédienne, en tant que chanteuse, et qui peut-être connaissent moins ton histoire familiale. J'aimerais savoir ce que ça a changé dans leur regard, dans leur relation à toi. Et puis j'aimerais aussi savoir ce que ce spectacle, cette aventure, ça a changé dans la relation avec ton père, dans la relation au sein de la cellule familiale. Est-ce que le fait de partir en tournée sur les routes, tous les deux, de vivre cette aventure, est-ce que ça a changé quelque chose dans la relation au sein de ta famille? Voilà. Merci Hatice. Alors, pour le regard de mes amis, c'est vrai que ça a donné de l'importance. Ils étaient hyper intrigués de connaître toute cette tradition culturelle liée aux chants, aux histoires que raconte mon père, enfin cette forme d'art. C'est comme si j'unissais des mondes aussi, comme si pour eux, j'ouvre la porte d'une certaine intimité, et donc ça unit aussi. Eux, ils me voyaient ils me voient dans des spectacles en jouant avec eux, et j'unis des formes d'art aussi, des formes de représentation, parce que je trouve que quand mon père fait ses cérémonies, où il chante, c'est une forme de représentation, de code, et en mélangeant avec le public, avec le théâtre conventionnel, tout ça, ça a créé quelque chose de singulier, en fait, en mélange entre les deux. Je leur ai pas demandé exactement qu'est-ce que ça fait Je leur ai pas demandé, mais il y a un grand intérêt, en tout cas, pour ces... Je sais qu'autour de moi, il y a pour les histoires racontées, ou la tradition des bardes, ou de Nasreddin Hoxha, qui est un conteur anatolien. Et on voit autrement, c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de théâtre chez moi. En fait, ils voient bien qu'aussi, il y avait vraiment beaucoup de théâtre, beaucoup de musique, beaucoup de chants. Donc ça modifie le regard. Je suis plus la fille qui... Non, je vais dire un truc encore une fois. Je suis plus la fille qui débarque, qui n'a jamais... C'est vrai, même Christophe le dit, qui n'a jamais fait de théâtre et qui arrive, qui fait du théâtre. Et en fait, non, c'est se rendre compte, même pour eux, qu'il y a du théâtre. Mais c'est pas le théâtre comme on l'entend. C'est pas l'art comme on l'entend. Mais il y en a, il faut le mettre en valeur. Je débarque pas non plus de rien. Enfin, c'est juste un changement de vision, quoi, sur ces formes d'art et de... Et sur la dimension à l'intérieur de la famille, le fait de partir en tournée et ce projet-là, qu'est-ce que ça a changé, sa deuxième partie de question? Le fait de partir en tournée, de voir que c'est un métier sérieux. Voilà, pour lui, c'était pas trop un métier sérieux. Vraiment, il pensait que j'allais faire du théâtre pieds nus dehors, enfin, avec des didgeridoo. Enfin, non, non, mais il y a un côté un peu saltimbanque, troubadour qui était associé, et c'est vrai que il trouve même que c'est trop sérieux. C'est prévu en avance, c'est le fait de prévoir un an après, écoute, un an après, on va jouer ça dans un an. Moi, il me dit, est-ce que tu penses vraiment que je vais être encore là dans un an? Pourquoi vous prévoyez? On verra, tu me diras. Et à chaque fois, moi, je le préviens de la tournée, je le préviens 3 semaines avant, quand on va des dates. Sinon, enfin, vraiment. Et il me dit, oui, de toute façon, il est libre, donc il vient. Mais il a beaucoup d'estime maintenant pour ce métier-là, et les gens qui font ce métier. Vraiment, ils trouvent qu'on travaille beaucoup, ils trouvent qu'on parle beaucoup. Parce qu'on commente toujours, enfin, avant de jouer, après de jouer, on débriefe, enfin, on fait des retours, et puis tout est très préparé, Il découvre aussi un réseau de salles, de théâtre. Enfin, il dit, ah ouais, mais quand on va jouer par exemple en Bretagne,
Tu vois, il me dit, mais tu penses vraiment que les gens ils vont venir en Bretagne Qui va venir nous voir en Bretagne? J'ai fait, si, je crois qu'il y a des gens qui vont venir. Il est toujours très impressionné quand il y a des gens qui viennent. Et il se rend compte aussi que c'est une famille. Moi, je suis entourée de ma famille, d'une famille technicien, lumière. Et ça, il y a un côté rassurant dans ça. Et de voir que je donne des ordres aussi à des gens, ça, il trouve ça... Il hallucine. Enfin, vraiment, une fois, j'étais en train de donner des ordres au technicien, on le fait ça, comme ça. Et il me disait, et je l'ai entendu au téléphone dire, tiens, mais tu sais qu'elle donne des ordres à des hommes. Elle donne des ordres à ma mère, il disait ça. Et on sent, pour lui, c'est pas rien, quoi. C'est plus quelque chose qu'on fait au chapeau dans la rue. Enfin, il sent que je commence à avoir un peu un ascendant. Je sais pas, ça le rassure, quoi. C'est évident, enfin, il a compris que je suis comme un garçon, enfin, que je suis sûre de ça, c'est que j'ai une liberté, je prends ma liberté plus forte que si j'avais été un garçon, encore plus forte. Le chant du père sera présenté à la MC93 à Bobigny du 12 au 21 janvier 2024, avant une tournée qui passera par Albertville, Thionville et Strasbourg. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saouti, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre soutien et merci de votre écoute. Çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat. İçimden geçiyor. Yanımdasın, susuyorsun. Susuyor, konuşmuyorsun. Bakıyor